Ok, bah écoute, il est 30. Je propose qu'on y aille tranquillement. Alors, bonsoir à tout le monde déjà, et aux personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Ce soir, en fait, j'ai invité Émilie parce que c'est une personne sympathique, et puis il y a plein de choses, plein de sujets qu'on peut aborder avec Émilie qui seront super intéressants. Et je voudrais, dans un premier temps, que tu te présentes, en fait, et un petit peu ton parcours, finalement, tu es pas venu à l'herboristerie comme ça, en fait. Expliquer pourquoi aujourd'hui tu es à la tête d'une herboristerie. Donc, ton herboristerie, c'est l'herboristerie d'Émilie. L'herbier Voilà. d'Émilie, ouais. Voilà. Ah oui, l'herbier d'Émilie, pardon, Mm. excuse-moi. Et donc, voilà. Donc, raconte-nous un peu qui tu es. Au départ, moi, je suis préparatrice en pharmacie. J'ai fait ce métier en plus j'ai démarré, j'avais 18 ans en apprentissage et l'herboristerie de mon village enfin, la pharmacie de mon village ressemblait fortement à une herboristerie. On faisait les préparations à l'ancienne, des mélanges de plantes, de gélules, de crèmes. Donc, j'ai beaucoup aimé ce métier pour ça. Et je savais même pas qu'on pouvait être herboriste à l'époque, mais du coup, voilà, j'ai fait préparatrice. Et après, j'ai fini par changer de pharmacie. J'y suis restée quelques années. Et j'ai découvert que le milieu de la pharmacie n'était plus, c'était terminé ce temps où on faisait les mélanges. En tout cas, voilà, il y a quelques pharmacies en France qui le font encore, mais il y en a très peu. Et j'ai aimé mon métier, hein, parce que j'y suis restée 18 ans. J'ai fait 18 ans de comptoir et j'ai adoré conseiller les gens au quotidien. Mais je m'y retrouvais plus au niveau de ce qu'on proposait, le tout médicament à tout prix. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été attirée par les plantes. Donc, je me suis formée petit à petit au sein de ma pharmacie. Et arrivé un moment où les petites formations à droite à gauche me suffisaient plus. Donc, je suis rentrée en école d'herboristerie à Underplan. Ça a duré à Montpellier. Ça a duré 3 ans. Et quand je suis sortie de là, j'ai pas pu rester à la pharmacie. Il a fallu que j'ouvre mon herboristerie. C'était la suite logique. Mm. Et voilà. Donc, j'ai ouvert il y a 3 ans, 2000, 2021, je sais plus, ouais, avril. Et voilà, j'ai ouvert donc je suis à Figeac maintenant dans le Lot. Voilà, j'y suis installée, je suis figeacoise depuis 16 ans. Donc voilà, j'ai pu remarquer qu'il y avait une énorme demande de conseils de plantes et on répondait pas vraiment à cette demande-là dans cette petite ville. Donc j'ai décidé d'ouvrir mon herboristerie. D'autant plus qu'il y a énormément de producteurs dans le coin. Donc, Mm. c'était voilà, l'opportunité de pouvoir faire travailler ces gens-là qui font un super boulot et de continuer ce que je sais faire, le conseil. Mm. Voilà, mais avec des plantes uniquement. Mm. Justement, puisqu'on parle du Lot, parlons-en, puisque d'après ce que j'ai compris, en fait, il y a quand même pas mal de plantes, enfin, de plantes médicinales intéressantes dans le Lot. Et j'ai l'impression, d'après ce que tu m'as dit, que c'est encore une région où il y a encore une tradition qui est restée vivante sur l'utilisation des plantes. Mais oui, tout à fait. Alors, il y a l'ancienne génération qui utilisait les plantes quand ils étaient petits. Euh, Ils se souviennent encore de ce qu'utilisaient leurs grands-parents. Et donc ces gens-là sont heureux de pouvoir redécouvrir l'usage des plantes et d'avoir un lieu où les acheter, ce qu'ils faisaient avant en fait. Enfin, avant, d'ailleurs, ils les avaient au jardin hein, la plupart du temps, mais en tout cas, ils sont heureux de pouvoir le redécouvrir. Et il y a aussi la nouvelle génération qui, elle, ne connaît pas et a vraiment envie de s'y mettre et de découvrir cet usage. Donc, il y a les deux. Et effectivement, à force de discuter avec les gens, et notamment en faisant des sorties botaniques, parce que je fais des sorties botaniques au printemps et pendant l'été, petit à petit, en discutant, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, alors souvent âgés, qui avaient ces connaissances d'usage ancien de plantes qui n'étaient pas forcément exactement ceux que moi je connaissais, que j'ai pu apprendre. Donc, ça m'a un petit peu interpellée. Je me suis mis à rechercher justement s'il existait des ouvrages à ce sujet et en fait, ça n'existe quasiment pas.
Mais du coup, j'ai trouvé ça intéressant de me mettre à la recherche de ces usages anciens et de faire le lien avec les usages qu'on a aujourd'hui. Mhm. Et en cherchant, j'ai fini par rencontrer une ethnologue qui est à Cahors, qui, a, qui avait animé une exposition qui s'appelait Plantes et compagnie il y a quelques années et qui avait fait un petit peu ce travail de recherche de, des usages populaires des plantes. Et donc, je l'ai rencontrée et elle m'a expliqué qu'il y avait très peu d'ouvrages à ce sujet. Elle m'en a conseillé. D'ailleurs, je me suis empressée de les avoir chez moi. D'ailleurs, ils sont toujours édités, mais je suis tombée sur ce livre qui s'appelle Le Vieux Quercy et qui est en 2 tomes. Et donc ça, c'était un archiviste de Cahors qui a recensé en fait tous les usages anciens dans le Lot. Alors pas du tout que sur les plantes, hein, c'était global. Il y a beaucoup un aspect religieux parce que c'était très très présent à l'époque, le côté religieux. Mais il y a une petite partie sur les plantes. Et à partir de ça, elle m'a transmis aussi un autre document qui était une thèse qui avait été faite par une pharmacienne sur une enquête ethnobotanique qu'elle a faite dans la région de Cahors de 2008 à 2011 et qui recense pour le coup elle était au comptoir de sa pharmacie, elle a enquêté, elle a interrogé les gens et elle a retranscrit les usages. Donc ça, c'était mes bases. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout ce qu'il y avait et que le travail demandait à être fait parce qu'en fait, il y a encore des gens qui avaient des choses à transmettre, mais cette transmission, elle se fait oralement. Elle s'est jamais faite à l'écrit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens meurent et on perd ces usages-là, ce qui, Mhm. je trouve, est dommage. Donc, je me suis mise en tête de les retranscrire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre une personne, alors c'est vrai que c'est facile pour moi. Finalement, j'ai fait les maisons de retraite, j'ai lancé des appels via des groupes Facebook sur, je ne sais plus comment ça s'appelait, si Figeac m'était compté. Mhm. Sur Tela Botanica, j'ai lancé des appels comme ça pour voir si je pouvais avoir des témoignages. Et en fait, j'en ai eu très peu. Et là où j'ai vraiment le plus de succès, finalement, c'est au comptoir de mon herboristerie. C'est en discutant avec les gens. Je leur conseille une plante qui me dit ah, mais oui, je me souviens, dans le temps, on utilisait comme ça et tout. Hop, moi, je prends mon stylo et je marque. Et ben, c'est super intéressant. C'est marrant, on retrouve quand même souvent les mêmes plantes qui tournent un petit peu. Et, et ce que j'ai pu noter, c'est que les usages d'avant sont quand même sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui. Ce qui change par contre, c'est les formes galéniques. Mhm. Euh, Avant, ils utilisaient les ressources qu'ils avaient à disposition, hein. En fait, ils avaient de l'eau de vie, par exemple. Et bien, on faisait des eaux, des vins médicinaux et des alcools médicinaux. C'était très courant. Et ils faisaient beaucoup plus de décoctions et de tisanes que nous. Ils les corsaient beaucoup plus d'ailleurs au niveau des quantités. Mhm. Et puis des cataplasmes, beaucoup, en externe aussi. Mais en fait, ils faisaient avec les moyens du bord, avec les plantes qu'ils avaient autour d'eux. Et je trouve que c'était des usages pleins de bon sens. Parce qu'en en fait, à l'époque, on n'allait pas voir le médecin. Le médecin, ça coûtait très cher. Et on allait d'ailleurs plus facilement voir le vétérinaire pour ces animaux que le médecin pour se soigner. D'ailleurs, j'ai noté parce que le monsieur qui a écrit le vieux Quercy, là, dans ce livre, il a écrit un petit texte qui est très parlant, je trouve, et qui était très vrai à l'époque. Il disait: les gens de la campagne se montrent souvent parcimonieux pour eux-mêmes et pour ceux qui les entourent. Il y en a qui enverront plutôt chercher le vétérinaire pour leur vache ou leur mulet que le médecin pour l'enfant, l'épouse ou la sœur. À leurs yeux, le médecin coûte trop cher. Cependant, les malades doivent être soignés. Comme le médecin est cher et qu'on hésite à aller le prendre, on a recours à une thérapeutique utilisée parmi le peuple de nos campagnes. Cette médecine du peuple consiste en remède de bonne femme ou remède de sorcier. C'était comme ça qu'il le retranscrivait. Mhm. Donc en fait, il fallait que les plantes, elles soient efficaces. Mhm. On y a souvent associé, ils y associent beaucoup de rites religieux.
Mais n'empêche que les plantes, il fallait qu'elles fonctionnent. C'était, voilà, on n'allait pas chez le médecin comme ça. Donc, il y avait, il y avait beaucoup de bon sens dans leurs usages et puis beaucoup de prévention aussi. On n'attendait pas que ça aille, que ce soit grave. Il fallait agir Mhm. quotidiennement, en fait. Mhm. Voilà. C'est ça qui m'a interpellé quand tu m'en avais parlé la dernière fois qu'on s'était rencontrés. C'est c'est finalement cette rencontre avec toute une population qui est encore à l'usage des plantes médicinales. Et finalement, plutôt que de chercher dans les livres où finalement il y a peu de choses, tu retrouves, enfin, tu as beaucoup plus de matière en échangeant avec les gens au comptoir que finalement dans les livres. Et quand tu étais dans ta pharmacie, en fait, il y avait pas autant d'échanges que ça, ou qu'est-ce qui fait que dans enfin, dans ton herboristerie, ça devient plus facile? C'est peut-être qu'il y a moins de médicaments autour, peut-être, je sais pas. Oui, ben, en pharmacie, on a de tout. Il y a des gens qui utilisent des plantes, mais globalement, il y a surtout beaucoup de gens qui utilisent des médicaments et qui n'en ont pas cette culture-là des plantes. Moi, c'est vrai que ça fait un tri. Les gens qui viennent dans mon herboristerie viennent forcément pour les plantes. Donc, et puis ça s'y prête. Moi, je prends beaucoup plus le temps de discuter aujourd'hui que je ne le prenais quand j'étais en pharmacie où il fallait aller vite. Voilà. Là, le lieu s'y prête, je pense. On est, voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu as, par exemple, tu as dit tout à l'heure que il y avait des utilisations qui n'étaient pas celles que tu avais apprises. Parmi ces des utilisations précédentes, lesquelles t'ont le plus surprise en fait? Euh, ben, par exemple, ils utilisaient beaucoup les feuilles de noyer. Ils faisaient des décoctions de feuilles de noyer, notamment l'été, et ils buvaient ça toute la journée. Et pour eux, c'était un fortifiant et un dépuratif. Voilà. Ça, moi, c'est un usage que, enfin, je n'utilise pas le noyer dans ce sens-là. Mhm. Donc, ouais, il l'utilisait, bon, il le faisait aussi macérer dans l'eau de vie, il l'utilisait comme digestif dans ce cas-là, plus comme apéritif. Ça, c'est un usage qu'on peut, le vin de noix chez nous dans le Lot, c'est connu pour ça. Mhm. Mais l'usage, voilà, ça, je l'ai retrouvé souvent de décoction dans une marmite de feuilles de noyer et qu'on buvait tout au long de la journée pour se fortifier et pour s'hydrater aussi d'ailleurs, hein, mais voilà, il y a ça, il y a le chien dent aussi qu'ils Mhm. utilisaient. Alors, c'était la plaie pour eux parce que ils essayaient de s'en débarrasser, mais du coup, ils utilisaient les racines. Mhm. Et moi, je connais son usage comme diurétique. D'ailleurs, il l'utilisait aussi dans ce sens-là, mais il faisait souvent une tisane pour le rhume. Il disait que quand ils étaient malades, quand ils étaient enrhumés, ils se faisaient de la tisane de chien dent. Ah oui. Bon, alors est-ce que c'est parce que c'est diurétique justement que ça draine et que du coup ça va aider à éliminer les toxines? Voilà, mais voilà, il y a des usages comme ça un peu drôle. Et il y a aussi une plante alors qui pour le coup est pas sauvage, elle était cultivée dans les jardins. Et ça, vous demandez à n'importe quel lotois, n'importe quel, ils auront connaissance de cet usage. C'est le lys blanc, les pétales de lys blanc. Ça, toutes les maisons lotoises avaient ça sur le cantou. Ils faisaient macérer les pétales de lys dans de l'eau de vie Mhm. et ils l'avaient à disposition toute l'année et ils s'en servaient dès qu'ils se faisaient mal pour désinfecter une plaie, dès qu'ils avaient une blessure. Mhm. Ils l'utilisaient sur la peau, voilà, vraiment tout le temps. Et apparemment, encore aujourd'hui, il y en a qui l'utilisent et ça a l'air de très très bien fonctionner. Ce qui est surprenant, c'est que quand on t'en parlait, en fait, on a l'impression que le Lot a vraiment gardé une tradition d'utilisation des plantes médicinales qu'on retrouve pas aussi forte dans toutes les régions de France. Alors, il y a des Mm. régions où je sais que c'est à peu près similaire, mais c'est vrai que dans le Lot, on dirait que c'est quand même resté bien ancré. Mm. Et enfin, tu arriverais à expliquer ça par quelque chose de particulier ou... Ben, déjà, on a une richesse de flore assez incroyable dans le Lot. D'ailleurs, il n'existe pas de flore à proprement parler dans le Lot. Il faudrait réunir plusieurs flores de France pour pouvoir faire celle du Lot. On a vraiment une grande variété et c'est ce qui fait qu'on a des producteurs, je pense. Mhm. Mais après, les Lotois sont très attachés à leurs plantes et arbres emblématiques. Je pense au genévrier, au sureau, au noyer. Enfin, voilà, tout.
je dis pas, ils en connaissent pas forcément beaucoup des plantes, mais il y a quelques plantes de référence dont tout le monde connaît l'usage, quoi. C'est clair. Et d'ailleurs, alors, c'est Pierre Francom, je crois, qui a relancé la culture de la lavande du Quercy. Oui. Est-ce qu'elle est devenue, elle a retrouvé une, comment dirais-je, une densité intéressante aujourd'hui ou ça reste toujours très confidentiel en fait? Tu sais pas? Moi, en tout cas, j'en ai. Mhm, Et il y a des cultures de lavande du Quercy, notamment à Rocamadour ou sur le Causse. Si, il y a des cultures de lavande du Quercy. mhm. Toi, tu parles de la sauvage? Alors je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus, ça a été relancé par la culture en fait, pas Oui, ça a été forcément. relancé par la culture. Ouais. Mhm, Il reste peu de plants sauvages, mais ça a été beaucoup relancé par la culture. Et si, la lavande du Quercy, elle est renommée, hein. mhm. Enfin, je ne me Ouais. rends pas compte si dans le reste de la France, elle est connue, mais en tout cas, si, on a des cultures de. Enfin, la lavande est très présente chez nous, très, très importante d'ailleurs. Et toi, tu la vends sous forme de fleurs et d'huile essentielle ou juste Oui, bah tout en fait, en fleurs séchées, effectivement, pour faire de l'infusion. Je la vends en huile essentielle, en hydrolat. Mhm. Je la vends même en huile de macération. D'accord. Voilà. Ouais, ouais. Et, et globalement, dans ton herboristerie, tu arrives à te fournir quasiment qu'avec des producteurs locaux ou tu vas chercher un peu plus loin? En grande majorité. Après, le local, je l'étends quand même. Alors, je sais que les Lotois me tueront, mais je l'étends à l'Aveyron. Mhm. Non, non, après, bah, il y a des plantes qui poussent pas dans le Lot quand même. Donc, je vais chercher un peu plus loin. Mais globalement, j'arrive à me fournir Lot, Aveyron, Cantal. Mhm. On est bien fourni, quoi. Oui, oui. J'ai de la chance pour ça. C'est que il y a beaucoup de producteurs sur une petite zone. Mais par rapport à ce que tu disais, est-ce que les Lotois, finalement, connaissant bien les plantes du Lot, finalement, tu arrives à satisfaire leurs demandes des plantes les plus usuelles qu'ils ont l'habitude, en fait, c'est ça? Et ben, alors c'est une clientèle qui est très demandeuse. Ça, c'est sûr qu'il Mhm. y a la clientèle. Par contre, effectivement, c'est une clientèle très exigeante. Mais oui, je pense que j'arrive il faut bien connaître, hein, son sujet parce qu'ils vous attendent au tournant, certains. Ouais. Et Mhm. voilà, bah, ça dépend lesquels, hein. Il y a les nouveaux, parce que le Lot, il y a aussi beaucoup de nouveaux habitants qui viennent pas du tout d'ici. Donc ceux-là, en général, effectivement, ils connaissent pas. Mais ceux qui connaissent, ils sont contents de voir justement que je connais la ginébrette, par exemple, qui est un alcool de genièvre. Ils sont contents de voir que je connais le terme. Ça veut dire, Mhm. ah, elle connaît les usages anciens, elle sait qu'on faisait comme ça. Voilà. Donc on est justement ces sujets à discussion et c'est intéressant parce que enfin, moi j'apprends beaucoup d'eux en fait. C'est Mhm. un échange vraiment. Et non, non, ça se passe bien globalement. Et tu pourrais dire que ta clientèle finalement a une moyenne d'âge assez élevée, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont vraiment gardé cette tradition et qui sont contents de te retrouver parce que justement tu peux les fournir en plantes qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, ou est-ce que tu sens vraiment que cette transmission, elle arrive jusqu'aux jeunes en fait? Ah, ouais, enfin, j'ai surtout beaucoup de jeunes, en fait, enfin, de Ouais. jeunes, la 30, 40 ans. Euh, En fait, j'ai les gens âgés, ils représentent quand même une minorité Mhm. parce qu'en fait, ça s'était perdu en fait. Il y en a même certains qui ne voient pas l'intérêt que j'écrive ce qu'ils ont à dire. Parce Mhm. que pour eux, c'est des remèdes de bonne femme, c'est des remèdes de l'ancien temps, mais ils ont connu l'ère du médicament, le passage justement où on a dénigré les plantes Mhm. et on est passé aux médicaments. Donc il y en a certains qui sont contents de le retrouver, mais il y en a, ils veulent pas en entendre parler. C'est oh oui, mais ça c'était avant, ça sert à rien, c'est pas efficace. Enfin, ils ont voilà. Et donc je j'ai pas tant de personnes âgées que ça en fait. Mhm. C'est amusant ce que tu dis effectivement parce que je pense que c'est de toute façon un truc qui perdure, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui restent convaincus qu'il y a une utilisation pertinente à avoir des plantes médicinales locales et puis d'autres finalement qui rejettent ça peut-être parce que c'est trop compliqué à utiliser ou que c'est moins pratique qu'un cachet qu'on Bon, avale. après, ça a été dans leur éducation, hein. On leur a bien rentré dans le crâne que ça servait à rien, c'était des trucs de paysans. Et Et alors, ouais, quelles sont tes plantes lotoises chouchou entre guillemets entre...
Moi, Ouais. dans mon usage personnel, Oui, que tu aimes bien conseiller et qui sont relativement polyvalentes ou intéressantes à utiliser. bah, par exemple, là, sur la saison, j'aime beaucoup conseiller le sureau, les fleurs de sureau, parce que c'est antiviral, elle est antivirale, elle fait baisser la fièvre, elle agit sur la toux. Enfin, vraiment, pour les pathologies hivernales, style état grippal, elle est vraiment très, très bien. Mhm. Il y a les baies aussi qui remplacent notre échinacée, voilà, l'échinacée qui est super connue, mais les baies de sureau sont très immunostimulantes. Donc, pareil, en cette période, c'est super intéressant. Mhm. Bah après, moi, j'aime bien conseiller l'ortie, hein, j'en conseille tout le temps, mais ça, c'est pas réservé aux lots pour le coup. Mhm. Euh, en plantes locales que j'aime bien conseiller. Après, il y a des usages plus anecdotiques. Moi, par exemple, j'aime bien la pariétaire. Oui. Et Mhm. voilà, elle est peu connue aujourd'hui, mais pourtant, bah, par exemple, dans le Lot, tout le monde connaissait la pariétaire. Même aujourd'hui, quand je leur en parle, tout le monde, ah oui, la plante qui pousse sur les murs. Voilà, Et, l'épinard des murailles, comme on dit. ouais, Mhm. voilà. Et il l'utilisait dans le même usage qu'aujourd'hui. Il l'utilisait pour la crise de goutte et pour les cystites. Mhm. Et aujourd'hui, on l'utilise toujours pour ça. Donc, C'est vrai que c'est c'est une plante qui est très commune, puisque même à Paris, il y a énormément de murs qui sont recouverts de pariétaires, en fait. oui. Et c'est vrai que c'est une plante qui est totalement délaissée. On la retrouve beaucoup, enfin beaucoup moins en herboristerie. Et toi, tu la vends en vrac, en fait. Oui, je la vends en teinture mère surtout. J'ai du mal finalement à la trouver en vrac, tu vois. Mhm. D'accord. J'ai plus de mal. Mais il y a des plantes que j'essaye et que je finis par trouver. Par exemple, les gremoines, là, ça y est, maintenant, j'étais très heureuse de réussir à me fournir de cette plante en vrac parce que j'en avais pas jusqu'à maintenant. Et ça, c'est pareil, c'est une plante que j'aime bien conseiller pour les maux de gorge Mhm. et qui était utilisée avant, ils l'appelaient la jacquère en patois. Ah Voilà. oui. Mhm. Et elle les utilisait pour tout ce qui était inflammation en général. Donc, tu vois, ça correspond encore à Mhm. l'usage qu'on en a aujourd'hui. Mhm. Pour la circulation sanguine, il l'utilisait aussi. Ouais. Et justement, puisqu'on parlait des formes galéniques, globalement, est-ce que tu sens qu'il y a une forme galénique qui est privilégiée ou c'est toujours aussi Euh, varié? Ma forme galénique que les gens me demandent le plus, évidemment, c'est la tisane, hein. C'est quand Mhm. même la forme que je vends le plus. Après, moi, dans mon conseil, j'aime beaucoup conseiller la teinture mère ou la gémothérapie d'ailleurs. C'est des formes qui sont plus pratiques à prendre Mhm. pour les gens qui n'ont pas le temps. Voilà. Et puis parce que je trouve que c'est efficace. Donc les gens s'y mettent, ma clientèle s'y met aux teintures mères, mais c'est plus parce que à force de conseiller ces formes-là, ils se mettent à les utiliser. Ouais. Bah, Mais oui, globalement, c'est la tisane qui sort le plus, hein. Et les huiles essentielles, ça c'est sûr que les gens aiment bien les utiliser. ouais. Malgré, parce que c'est vrai que les huiles essentielles, on peut pas dire que c'est traditionnel, tu Pas vois. du tout, non. Mm. C'est quelque chose d'assez récent. Oui. Et là, tu sens qu'il y a enfin, il y a une forte demande d'huile essentielle, mais comme tu disais, c'est peut-être parce qu'il y a des jeunes, en fait. Voilà, parce que pour le coup, les personnes âgées ne me demandent pas d'huile essentielle, hein. C'est pas Ouais. dans leurs usages traditionnels, on va dire, hein. C'est plus les jeunes, ouais, qui me le demandent. Tout à Et, fait. et- et donc là, tu notes tout sur un cahier et tu vas, enfin, ta vocation à publier ensuite tout ça ou tu vas en Bah, faire? j'aimerais bien, d'ici quelques années, quand j'aurai assez de matière, mais ça pourrait être intéressant, hein, Ouais. de faire un ouvrage qui resterait. Tout à fait. Je pense que c'est intéressant parce que justement, comme on disait, c'est quelque chose qui va se perdre puisque c'est transmis que oralement et globalement, les gens décèdent et ça va bientôt. Déjà là aujourd'hui, les gens s'interrogent, donc c'est les gens vraiment autour de 80 ans, on va dire, même plus des fois. Et c'est un usage qui était fait par leur grand-mère. Mhm. C'était d'ailleurs à l'époque, c'était les grands-mères qui transmettaient à leurs petites filles. Parce que les parents étaient au champ, c'était que des paysans, hein. Donc Mhm.
les parents étaient au champ et c'était la grand-mère qui inculquait Mm. les usages médicinaux aux petites filles. Globalement, c'était les femmes qui détenaient ce savoir. Les hommes savaient un petit peu, hein, quand même, hein, mais c'était surtout les femmes qui détenaient ça. Et donc, en fait, les gens que j'interroge, bah, c'est des femmes. Elles essayent de se remémorer ce que leur grand-mère leur a inculqué. Donc, c'est Mhm. déjà quelque chose qui a été, comment dire, c'est plus de la mémoire de leurs ancêtres à elles. Voilà, il y a déjà eu il y a eu déjà eu 2 générations qui sont passées. Mhm. Donc déjà, je pense que ça s'est appauvri. Si j'interrogeais les grands-mères de ces femmes-là, j'aurais sûrement beaucoup plus d'informations. Mais c'est déjà pas mal. Donc en fait, en gros, ils se souviennent que des plantes les plus courantes. Mm. Et c'est pour ça que je retrouve toujours les mêmes plantes, je pense. Mais à mon avis, c'était beaucoup plus riche que ça. Mais ça, malheureusement, voilà, c'est déjà perdu, quoi. Mm. Et est-ce que Mais tu c'est sais, déjà pas mal. ouais, est-ce que tu sais s'il y a une tradition de cueillette en fait enfin qui a perduré à travers les générations, c'est-à-dire que les gens quand ils sortent, ils n'hésitent pas à cueillir quelques plantes, euh, quelques plantes bien connues en fait des Lotois en fait. Aujourd'hui, tu veux dire? Ouais. Oui, en tout cas, dans les gens âgés qui ont un jardin, c'est-à-dire quasiment tous, ils ont tous leurs plantes au jardin, hein. Ils ont tous au moins leur thym, leur romarin qu'ils cueillent. Et oui, oui, ils cueillent leur sureau, ils cueillent leur baie de genièvre. Oui, oui, il y en a qui le font encore, hein, tout à fait. Et par contre, ce qui s'est un peu perdu, c'est la tradition de la Saint-Jean. On allait cueillir à la Saint-Jean, traditionnellement. On cueillait Beaucoup de quoi? plantes. Bah, on allait cueillir le millepertuis, on allait cueillir les feuilles de noyer, elles étaient cueillies à la Saint-Jean. On allait cueillir tout ce qui pouvait fleurir. Et ce qui était, enfin, il y avait beaucoup de plantes, hein, toutes les plantes. D'ailleurs, il y a plein de plantes qu'on surnomme plantes de la Saint-Jean, c'est parce qu'elles Oui. étaient cueillies ce jour-là, quoi. Mhm. D'accord. Et Et, on faisait souvent en groupe, quoi. Enfin, c'était une fête, quoi, hein. C'était vraiment la journée de la cueillette des plantes. et est-ce que tu as eu, par exemple, des situations où finalement les gens utilisaient une plante, mais de manière presque incompréhensible et voire même erronée, où c'était toujours un petit peu juste en fait. Moi, j'ai trouvé globalement, enfin, je te dis, j'en ai parlé un petit peu, mais même là, ça pourrait se discuter. J'ai toujours trouvé que c'était juste. Hmm. Ce qui était un peu, ce qui me surprenait un petit peu, d'ailleurs, ils n'osent pas trop en parler, mais c'était les usages religieux qui vont autour, tous les rites religieux qui, voilà, qui aujourd'hui n'ont plus vraiment cours. Mais dans l'usage pur de la plante, j'ai pas été surprise dans le mauvais sens, hein. Mhm. Comme je te dis, je pense enfin, c'était important que ça fonctionne. Ouais. Donc c'est logique que finalement ils aient fait de l'observation et que ce qui ne fonctionnait pas, ils ne l'utilisaient pas en fait. Mhm. Ouais. Ouais, c'est quand même super intéressant d'avoir vraiment ce retour des anciens parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. Tu vois, moi par exemple, bon, je suis à Paris, c'est pas forcément le meilleur endroit, Oui, euh, euh, mais, euh, je pense qu'il y a mais- des régions, en Bretagne par exemple, Mhm. ils ont un usage aussi très ancien des plantes. Mhm. Il me Mais c'est vrai que c'est super de pouvoir récolter tous ces témoignages et ça serait sympa effectivement si après ça pouvait déboucher sur une publication. Ouais, ouais, c'est chouette. Et puis en plus, quand on fait, alors j'ai essayé de me renseigner comment on fait une enquête ethnobotanique parce que je ne suis pas ethnobotaniste. Mm. Mais globalement, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne fallait pas déformer les propos, donc il faut retranscrire tel quel. Et Mm. c'est drôle de voir des fois la tournure des phrases des gens. Enfin voilà, on sourit en fait quand on lit ça. Mm. Ouais, je pense qu'il faudra en faire quelque chose qui serait. Bah, de toute façon, ça n'a pas vocation à rester chez moi, hein. Il n'y a aucun intérêt, hein. Le but, c'est que ça puisse être transmis. Mhm. De toute façon, c'est un petit peu ce qu'on retrouve quand on lit des livres anciens sur les plantes. La façon dont ils en parlent est vraiment très particulière en fait. On Oui. sent pas du tout, ils en parlent pas du tout comme aujourd'hui on pourrait lire un livre sur les plantes en fait. Ah oui, C'est- oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Bah, c'est l'usage populaire. Voilà, c'est vraiment. C'est pas l'usage. Enfin, c'est pas justement ce que tu retrouves dans des livres
écrit par des médecins, quoi. C'est vraiment, tu vois que c'était du quotidien, quoi. C'était, il fallait que ça soit utile il fallait que ça fonctionne tout de suite. Donc oui, c'est vraiment drôle. Et puis après, moi, du coup, même dans mon conseil, je vais me mettre à en prendre compte parce que c'est des témoignages, en fait. Les gens, quand ils me racontent, ils me disent, oui, moi, j'ai utilisé ça, et puis ça a marché, et puis ma voisine aussi, elle l'utilisait. Enfin, voilà. Du coup, on ne peut que avoir envie de faire la même chose. Mhm. Et est-ce que tu as appris des noms vernaculaires que tu connaissais pas? Euh, Bah, c'est souvent en patois, quoi. Ouais. Donc, moi qui ne parle pas occitan, Mhm. c'est ouais, des noms. Mais je te dis, je les apprends même pas par cœur parce que moi, je suis pas lotoise de souche, donc je les ai marqués. Je sais pas, les Gremoines, ils appellent ça le raspoli. Le quoi? Pardon? Je sais pas, c'est un micro qui Ah a oui. dû s'ouvrir là. Ouais. Les Gremoines, je vois qu'à Pradine, ils l'appelaient le raspolingo. Le raspolingo. C'était, je sais plus comment ils m'ont dit, mais enfin, c'est des termes en patois, quoi. Voilà. Et c'est marrant parce que c'est des termes différents selon les localités dans le Lot. Bah, Mhm. à Figeac, on va pas forcément l'avoir appelé de la même manière qu'à Cahors. Ouais, Donc, et c'est ça, c'est d'ailleurs une vraie problématique en fait des noms vernaculaires, c'est qu'ils sont oui. très changeants suivant la région et on voit même que même dans une région, il peut y avoir plusieurs noms. Et comment tu as pu t'assurer si ça a été nécessaire que derrière le nom patois, vous parlez bien de la même plante en fait? Ben, c'est pas évident parce que est-ce que c'est bien la même espèce? Ça, Hmm. c'est super difficile à. Même eux, ils sont pas sûrs, tu vois, comme je te dis, hein, c'est l'usage qu'avait leur grand-mère. Donc, Mhm. même eux, ils sont pas sûrs de pouvoir. Bah, il y en a qui me le montrent, c'est ça, là, c'est cette plante-là, voilà. Est-ce que il peut y avoir il y a pu avoir des confusions ou des erreurs, hein, c'est possible, hein. Oui, bah de toute façon, il y a beaucoup d'erreurs qui viennent d'une mauvaise interprétation des noms vernaculaires, puisque effectivement, suivant les endroits, ça peut changer. Et donc mais est-ce que tu sais si justement, quand ils les utilisaient par la cueillette ou ils allaient les acheter en herboristerie en fait? Alors non, voilà, en fait, les achats en herboristerie, c'était dans les grandes villes. Hmm. Les herboristeries, en fait, elles n'existaient pas à la campagne. À Mhm. la campagne, les gens, ils utilisaient leurs plantes. S'il y a des herboristeries, c'est justement parce que, bah, à Paris, par exemple, les gens ne pouvaient plus se fournir en plantes ils étaient en ville. Donc, ils allaient en acheter en herboristerie. C'est pour Mhm. ça qu'il y a eu l'utilité des herboristeries. Sinon, à la campagne, tout le monde avait ses plantes avec soi, hein. D'accord. Et c'est Et pour tout ça le monde avait la connaissance, surtout. voilà. C'est pour ça qu'on n'appelait pas le médecin, parce que finalement, on sortait cueillir les plantes et puis voilà. C'est ça. Ben, quand on allait voir le médecin, c'est que Ouais. c'était déjà pas terrible, hein. Et Mais oui, oui. est-ce qu'il y avait cette tradition d'anticiper et de faire des cueillettes, puis faire sécher chez soi pour garder ensuite dans des bocaux? Oui, 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 il faisait sécher. Ben, c'est pour ça, les cueillettes de la Saint-Jean, le jour de la Saint-Jean, c'est voilà, ils cueillaient, bah, ils pouvaient l'utiliser frais quand c'était la saison, mais globalement, ils cueillaient, ils faisaient sécher. Souvent, ils faisaient sécher en bouquet. Mhm. Qu'ils accrochaient et ça leur permettait d'avoir les plantes toute l'année. Ou alors ils mettaient à macérer dans l'eau de vie, ce qui leur permettait de conserver leurs plantes et de pouvoir l'utiliser toute l'année. Si, si, ça se faisait beaucoup, ça. D'accord. Et justement, tout à l'heure, tu parlais du millepertuis. Il l'utilisait vraiment pour ses propriétés antidépressives Non, ou... pas du tout. Ils ne connaissaient pas du tout les propriétés antidépressives. Le millepertuis, ils l'utilisaient en, en huile, enfin, ils le faisaient macérer dans l'huile et ils l'utilisaient pour tout ce qui était euh, brûlure, enfin D'accord. voilà. Ouais. Donc plus dans l'huile végétale. Et il y avait pas, il y avait quand même la connaissance de la contre-indication, enfin photosensibilisante ou pas? Ou Eh il bien, ils n'en l'utilisait... parlaient pas. Moi, c'est pas ressorti dans les témoignages que j'avais. Il ne parlait pas du côté photosensibilisant. Il y en a qui l'utilisaient pour les rhumatismes, mais pareil en huile de macération. Mais par voie interne, ils ne l'utilisaient pas, hein, a priori, hein. Ouais. C'était vraiment en onguent ou en huile de massage.
Mais même là, si par exemple ils exposaient la peau au soleil après, ça peut poser problème si ils en Et mettaient mais, un peu. mais soit ils n'ont pas fait le rapprochement, soit en tout cas ils n'en ont pas parlé, Ouais. ils le disaient pas. Ou Donc, alors ils se massaient sur des parties qui étaient toujours protégées du soleil. oui, ou peut-être que c'était le soir après les chants qu'ils avaient Ouais, le temps de se peut-être, ouais. masser et Mhm. que du coup ils n'ont pas eu. Ouais. Mhm. Parce que la journée, j'imagine bien qu'ils n'avaient pas le temps. Ils devaient le faire le soir, je pense. Ouais. Mhm. Et en fait, en termes de plantes comme ça, est-ce qu'on arrive vraiment à dégager des plantes symboliques en fait qui avaient, comment dirais-je, une relation forte, c'est-à-dire que les gens avaient un attachement plus fort à une plante qu'à une autre. Ben, en tout cas, au niveau des arbres, je sais que le sureau était très important. Il y avait un côté religieux associé. D'ailleurs, toutes les vieilles granges ont leur sureau planté devant parce qu'on disait qu'il protégeait la maison. Donc D'accord. voilà, c'était un arbre qui était vénéré, quoi, qui était vraiment important. Quand on voit tout ce qu'ils en faisaient, qu'ils utilisaient toutes les parties, tu peux le comprendre, quoi. Ouais. Donc il y a Et des arbres comme ça qui étaient symboliques, ouais. mhm. Ils faisaient de la confiture avec les Oui, fruits. Ouais. oui, ils faisaient de la gelée, enfin de la confiture, ouais, avec les fruits, ouais, c'est vrai. Et, Avec et les des, ba- et des baguettes magiques. Ouais, c'est ça. C'est la baguette de Dumbledore, je crois, qui était faite Ouais, en ouais. sureau. Ouais, voilà, c'est ça. Ils utilisaient le bois en tout cas aussi. Ouais, Mhm. Ouais, non, ouais, c'est intéressant de voir en ouais, fait. c'est super intéressant. Mhm. C'est intéressant de voir avec les ressources qu'on a autour de soi, Mhm. ou voilà, qui l'ont vraiment utilisé à leur maximum, tout potentiel, quoi. C'était. Et tout à l'heure, tu disais que tu aurais plus d'informations en discutant avec des grands-mères. Est-ce que tu vas réussir à trouver des grands-mères qui pourront partager avec toi ou c'est vraiment compliqué en fait? Eh bien, c'est plus facile, enfin, c'est assez facile à Figeac parce que j'ai travaillé 13 ans dans une pharmacie. Donc, globalement, quand vous travaillez 13 ans dans une pharmacie à Figeac, vous connaissez tous les vieux de Figeac, toutes les personnes âgées de Figeac, pardon. Et donc, en fait, c'est des gens que je connais déjà, mais Mhm. avec qui j'avais jamais pris le temps de discuter de plantes. Mhm. Donc, encore la semaine dernière, des gens que je connais depuis des années qui sont venus me voir en disant: «Ah, mais vous êtes ici maintenant, c'est super et tout», et qui viennent pour me demander conseil. Et puis, en fait, je ne sais plus une phrase qui me dit: «Oui, ah oui, je me souviens, ma grand-mère, elle utilisait ça». Et je lui dis: «Ah, mais tiens, mais vous avez des connaissances sur ces plantes et tout». Donc, et on discute, et en fait, je me rends compte que, bah oui, bien sûr. Mhm. Et non, ça, les confidences se font facilement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comme je dis, c'est bien dans mon herboristerie. Si je vais au contact de gens dans des événements que j'ai créés et que c'est des gens que je ne connais pas de base, ils ne vont pas avoir envie de se confier à moi. Donc il y a ce côté confiance comme ça, ce rapport que finalement j'ai la chance d'avoir au comptoir, donc autant en profiter, c'est bien. Et- Alors et- ça m'arrive pas tous les jours, hein, il faut que je tombe sur les personnes, hein, mais Mhm. bon, c'est un travail Et- de longue haleine. Est-ce que tu leur proposes des fois de passer du temps avec toi justement pour cette transmission ou c'est juste pendant la Ouais, phase alors bah, de... je préfère faire ça, c'est-à-dire prendre leur numéro et puis soit aller chez elles, soit les appeler. Mais la dernière fois, je suis tombée sur une dame qui, a priori, avait beaucoup de connaissances. Tellement de connaissances que je me suis dit, il va falloir au moins 1 heure pour discuter avec elle et tout marquer. J'ai pris son numéro et en fait, elle a jamais voulu me parler au téléphone ou me rappeler. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir fait sur le coup. Donc depuis, je note au moins tout ce que je peux sur le coup, quitte à prendre le numéro de la personne. Parce que des fois, le moment est passé. Et puis c'est des gens qui ont des petits soucis de mémoire aussi, ou, enfin des fois. Donc j'essaie de prendre ce qui vient spontanément. C'est toujours ça de prix, quoi. J'en profite quand même pour dire, pour les personnes qui nous écoutent, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis je transférerai à Émilie parce que je vois que le chat, pour l'instant, il est pas très actif. Mais si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter d'autre par rapport à tout ça? Euh, ouais, c'était voilà, c'est
Je pense que ça devrait être fait ailleurs en France. Je trouve que, enfin, alors peut-être que comme tu dis, c'est parce que le Lot est particulier et que tous les départements n'ont pas ce savoir ancien, mais je pense quand même que si globalement il doit y avoir d'autres régions. Et je trouve qu'on parle beaucoup d'ethnobotanique au travers le monde. Souvent, quand on parle d'enquête ethnobotanique, on pense à des pays en Afrique ou ailleurs. Et je trouve que c'est bien, mais on devrait d'abord commencer par faire le travail en France. Il y a beaucoup de choses Ouais, je encore. suis entièrement d'accord. Ouais, ouais. Et c'est pas fait, en fait, très peu. Et je trouve ça dommage. Parce qu'en Mm. fait, on avait une pharmacopée, on avait une médecine traditionnelle. C'est juste qu'on l'a perdue Mhm. parce qu'on l'a pas écrit, parce que les médicaments sont passés par là et on nous a fait rentrer dans la tête que c'était pas pertinent. Donc on a oublié, mais ça veut, voilà, c'est pas, on l'a oublié, mais ça existait. Donc je trouve que tant qu'il n'est pas encore trop tard, et il est déjà presque trop tard, mais ce serait intéressant de marquer tout ça et peut-être de faire les liens entre les départements, voir. Je suis sûre qu'il doit y avoir des usages qui se recoupent. Mhm. Et voilà. Et c'est Ouais. un travail qui est pas assez présent, je trouve, Ouais. en France. Ça n'a pas Mhm. été assez fait. Mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que il y a vraiment ce côté actif dans ta recherche, c'est-à-dire que cette volonté d'aller au contact, et je pense que comme tu dis, ça doit exister dans d'autres départements, mais on va pas forcément au contact de nos anciens, et c'est peut-être ça qui va nous priver de cette connaissance à Ouais, terme. C'est pour ça que je voulais profiter de cet échange pour mettre en avant ce travail actif de recherche et de ouais. discussion avec Et nos les anciens. anciens sont très heureux qu'on s'intéresse à ça. Mm. Ça les valorise et en général, ils sont ravis de transmettre. Ouais. Ça, j'en doute pas en fait, hein, parce que souvent, dès qu'on commence à discuter, on voit bien qu'ils aiment transmettre. Et Oui. c'est vrai que c'est un domaine dans lequel bah, il y a tellement de choses à transmettre, parce que je dirais presque que comment dirais-je, ça pourrait presque être au niveau de la famille. C'est-à-dire qu'une famille a une spécialité, alors une autre famille va utiliser d'autres plantes. Alors je vois qu'il y a une question, ça me donne envie d'aller discuter avec la cousine de ma maman. Eh bien, oui. Eh Oui, bien oui. oui, voilà, c'est ça. Ben, tant mieux si Dans les ça invite à Vosges, ça. qui parcourt la montagne pour aller cueillir l'ail des ours. Eh Très bien, bonne plante. Arnica. Alors, Arnica, faut faire attention parce que maintenant, elle est vraiment, en euh, voie de disparition. elle est vraiment en voie de disparition. Mhm. Bah oui, Mais, je pense, fonce parce que effectivement, euh, voilà. Mhm. Ah, ah, ce sont ces chants, elle peut encore. Bah, alors, super. oui. Mais Alors, alors, du coup, note tout, Laurence. Note, note. ouais. Faut pas que ça se perde, tout ça. Voilà, en plus, Laurence s'y connaît un petit peu quand même dans les plantes, mine de rien. Elle le dit pas, mais je sais qu'elle s'y connaît. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Parce que c'est vrai que, bon, après, je crois qu'on a fait un petit peu le tour là. Il y a des choses que tu voudrais peut-être rajouter sur ton actualité, sur tes projets futurs, si tu en as, ou des choses comme ça. Bah, mon actualité, moi, bah, justement, parce que j'aime beaucoup le partage et l'échange, je ne fais pas que conseiller au comptoir. Je propose très régulièrement des ateliers à thème à l'herboristerie ou en dehors de l'herboristerie. Mhm. Et puis des sorties botaniques, parce qu'en fait, je trouve que c'est, c'est en allant rencontrer les plantes et je trouve ça bien de conseiller au comptoir, mais ce que j'aime encore plus, c'est de rendre un peu d'autonomie aux gens. C'est justement de leur réapprendre à reconnaître les plantes, à savoir les utiliser dans leur quotidien. Mhm. Et voilà, ça c'est un travail que j'aime. Enfin, voilà, c'est un de mes gros challenges aussi de rendre et de transmettre et de pouvoir rendre Mhm. ce savoir en fait Mhm. aux, aux gens. Parce que je trouve que, enfin voilà, Mhm. c'est dommage de le garder pour soi. Ouais. Tout le monde devrait, enfin aujourd'hui on se spécialise. Moi voilà, je suis herboriste Mhm. et j'essaye d'aider les gens, mais en fait on devrait tous avoir des connaissances sur les plantes, Oui, tous. Ouais. ça pour moi c'est indiscutable, c'est-à-dire que
la médecine de première intention, elle doit être portée par l'utilisation des plantes médicinales. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir agir vraiment sur les premiers gestes de santé. En fait, on devrait pouvoir les faire au travers de l'usage des plantes. Il y a une question qui, je pense, va te permettre de parler de la Fédération des herboristes, Ah oui, parce qu'effectivement, tu es à la Fédération l'Association des herboristeries de France. de France. Et je crois que d'ailleurs, avec Marion, il va y avoir quelque chose sur comment s'installer en tant qu'herboriste, d'ailleurs, je crois, hein. Oui, alors on vient de créer, enfin il y a quelques temps déjà, il y a quelques mois, on a créé, parce qu'en fait, je ne sais pas si les gens le savent, mais le métier d'herboriste n'est toujours pas reconnu en France. Il est interdit de se dire herboriste en France, contrairement en Belgique, la dame qui est belge. Mm. Enfin, contrairement à quasiment tous les pays du monde, hein, voilà, la France fait figure d'exception, en tout cas en Europe. Et donc, c'est un métier qui avait presque disparu et qui revient aujourd'hui. De plus en plus d'herboristeries ouvrent. J'ai encore une amie qui a ouvert aujourd'hui, là, à Mm. Caen. Mm. Et en faisant ce constat, on s'est rendu compte que on avait besoin de se fédérer un petit peu entre nous, de se créer un réseau. Mm. Donc, et puis, ne serait-ce que pour parler aux instances gouvernementales dans le futur. Donc, on a créé une association qui s'appelle l'Association des herboristeries de France et qui regroupe, à terme, qui regroupera toutes les herboristeries en Mm. France. Voilà. D'accord. Et est-ce que, donc, pour répondre à la question de cette personne, le mieux, c'est qu'elle se dirige vers votre association et elle aura les réponses. Alors, par contre, C'est quoi sa question? sa question, c'est justement comment on peut monter son herboristerie d'un point de Oui. vue administration, réglementation, etc., etc. Alors, voilà, je l'invite à se rendre sur le site de l'Association des herboristeries de France, où elle pourra adhérer effectivement, au moins en tant que sympathisante, mais si elle veut ouvrir une herboristerie, voilà, elle peut aussi adhérer en tant que, enfin, être adhérente. Et on est en train de finaliser un dossier qui va s'appeler, enfin, qui va aider les gens justement pour ouvrir une herboristerie. Le but, c'est de donner des conseils, des outils en partant de nos expériences à nous qui l'avons déjà vécu. Mm. Donc oui, effectivement, il y aura ça. Mm. Un des buts de notre association, c'est d'aider les futurs installants. Mm. Voilà. Parce qu'on sait bien que c'est compliqué. L'occasion aussi de rappeler qu'effectivement, donc toi, tu es à l'association des herboristeries de France. Moi, je suis à la guilde des praticiens et praticiennes en herboristerie. Et dans les deux cas, on a cette même démarche, c'est de permettre aux personnes qui veulent choisir de s'installer dans ce métier, bah, d'avoir des aides, que ce soit au niveau juridique ou tout ce qu'il faut pour comprendre comment on s'installe. Et d'ailleurs, bah, au niveau de la guilde, c'est un petit coup de pub, hein. Moi, c'est demain que je fais le webinaire sur comment penser son installation. Ah, entend du bruit. Oui, donc c'est demain en fait que moi je fais le webinaire sur comment on s'installe en tant que praticien en herboristerie. Donc, mais il faut être membre de la guilde. Donc c'est intéressant de pouvoir parler justement de la fédération des herboristes, de montrer que vous vous fédérez et que Oui, finalement, d'après ce que j'ai compris, vous êtes de plus en plus, enfin les herboristeries, il y en a de plus en plus en fait. oui, il y en a de plus en plus. Donc, du coup, pour répondre à Marc, parce que je la vois, là, la question dans le chat, je n'avais pas vu. Aujourd'hui, on a le droit d'ouvrir une herboristerie en France. Tout Mm, le monde peut ouvrir une herboristerie. On n'a pas le droit de se dire herboriste, mais on mm, peut ouvrir une boutique. mhm, Il faut juste respecter la législation française. Donc ça, il faut connaître les plantes qu'on a le droit de vendre et celles qu'on n'a pas le droit. Donc il vaut mieux être formé. De toute façon, ce n'est pas obligatoire, mais mm, évidemment, on encourage vivement à être formé et à se rapprocher des écoles, de la Fédération française des écoles d'herboristerie, si ce n'est pas le cas. Si voilà, c'est des écoles qui forment en 3 ans pour devenir herboriste. Et après voilà, il y a des législations à connaître globalement. On n'a pas le droit d'utiliser de termes médicaux, on n'a pas le droit de faire de diagnostic, donc on doit rester dans un conseil de bien-être. On n'a pas le droit de faire d'ordonnance, donc on n'écrit pas. Voilà, mm, il faut faire attention à ce qu'on dit, comme on le dit. Et voilà, et il y a une liste de plantes qu'on peut vendre. Voilà. mm.
Donc après, en respectant ça, même si c'est très contraignant, on s'en sort. Voilà. On aimerait bien que ça évolue dans le bon sens, mais on arrive quand même à travailler. Ouais. Alors attends, je désactive tous les micros pour être sûr parce qu'il y a quelques bruits parasites Ouais. et je réouvre le tien juste après. Voilà. Et Émilie. Alors, je sais pas si tu arrives à parler là? Ah non, j'ai coupé ton micro aussi. Alors attends. C'est Je- bon là. Ah, c'est bon. Ouais, Voilà. c'est bon. Ça évite les bruits parasites, c'est quand même plus sympathique. Ouais. D'ailleurs, si vous pouvez couper vos micros, si jamais ils se rallument par inadvertance, n'hésitez pas. C'est quand même plus sympa. Je vois qu'il y a une question là. Alors, Est-ce que le diplôme de préparateur en pharmacie, vous avez le droit de vendre des plantes non libérées? Non, en fait, que je sois préparatrice ne change rien. D'ailleurs, même si j'étais pharmacienne, ça ne change rien tant que je n'exerce pas au sein d'une pharmacie. hmm. À partir du moment où on n'est plus au sein d'une pharmacie pour travailler, on n'a plus le droit d'exercer notre métier, enfin de revendiquer notre métier. Hmm. Ça, c'est Donc, important non, ouais. de le dire parce que effectivement, il y a plusieurs pharmaciens qui ont choisi d'ouvrir une herboristerie Mm, et le fait d'ouvrir une herboristerie, ils perdent leur statut de c'est pharmacien. ça. On Voilà, renonce à notre statut de pharmacien. voilà. Mhm. Donc non, on doit respecter la législation comme les autres. Voilà. Ce qui est bien C'est dommage. complètement idiot, hein, mais bref, voilà. On a quand même des pharmaciens dans le public. Oui. Non, Ouais. mais je dis justement, c'est dommage pourquoi un pharmacien en dehors d'une pharmacie serait plus dangereux à conseiller des plantes qu'au Ouais, sein de non, sa non, mais pharmacie. Il n'y a pas de, il n'y a pas de logique au niveau de c'est la une vraie santé. question. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui est surprenant parce que finalement, pour vraiment pratiquer le métier d'herboriste, il faudrait qu'il soit automatiquement adossé à une pharmacie, en fait. Sinon, on n'a pas le droit. En gros, c'est ça. Mm. Et ils ont quand même une problématique. Alors, il y a très peu de pharmacies Mm. qui se revendiquent herboristes. Il y en a quand même quelques-unes en France. Là où ils sont embêtés, c'est que justement, alors ils ont le droit, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, leur législation fait qu'ils ne peuvent pas travailler avec les petits producteurs. Parce qu'on leur demande de respecter la pharmacopée et on demande du coup forcément des bulletins d'analyse Mm. que les petits producteurs ne peuvent pas payer et fournir. Donc, Ouais. on a quand même, moi, en herboristerie, j'ai un avantage par rapport à ça, c'est que quand on a le droit, rien le droit de faire quelque part, Mm. on a plus de liberté. On n'est pas légitime, mais pour le coup, on nous embête moins à ce niveau-là. Donc, moi, je peux me permettre de travailler avec des petits producteurs et de les Ouais. sélectionner sans leur demander leur bulletin d'analyse, mais en allant voir comment ils travaillent, comment sont leurs plantes Mm. et voilà. Au final, on a une meilleure qualité à la fin. Mhm. J'en profite pour répondre à la question. Donc oui, il est possible d'adhérer aussi bien à l'association des herboristes en étant, même si vous n'êtes pas encore installé en tant qu'herboriste, parce que vous pouvez être simplement sympathisant. Et si, comme l'a dit tout à l'heure Émilie, si vous envisagez d'ouvrir une herboristerie, ben dans ce cas-là, vous pourrez prendre des contacts à l'intérieur de l'association. Et oui, vous pouvez aussi adhérer à la guilde en étant élève herboriste, puisqu'il y a deux niveaux, enfin, toutes les personnes qui adhèrent à la guilde, soit, enfin, le font en général pour nous soutenir, mais aussi pour accéder à des webinaires comme celui de demain. Mais on a en plus, si on est déjà installé comme praticien, on a accès à des petites choses en plus. Mais globalement, on peut adhérer aux deux associations sans être forcément encore installé. Tu confirmes, Émilie? Pour Oui, oui. la... Alors effectivement, pour être adhérent, membre adhérent actif, il faut avoir une arboristerie ou être en projet de créer une arboristerie, mais on peut être sympathisant, tout Mhm. à fait. Mm. Voilà. Donc, bah, de toute façon, je pense que si on cherche sur Google Association française des herboristes, on trouve facilement, hein, c'est ça. Hein. Association des arboristes, c'est assoherbofrance.fr. Mhm. Mais D'accord. vous tapez Association des arboristeries de France, oui, on tombe dessus, effectivement. Et pour la guilde, c'est Guilde française des praticiens en herboristerie et vous trouvez aussi effectivement la page de l'association. Mhm. Eh bien, on a atteint l'heure là, bientôt là. Hein. C'est déjà pas si mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ou on va commencer à conclure doucement? Bon.
En tous les cas, c'était vraiment super cet échange parce que c'est vrai que c'est bien de remettre en avant ces savoirs qui, bah, en fait, disons-le tel quel, hein, parce que c'est vrai qu'on va perdre beaucoup de choses en fait quand ces personnes-là vont nous quitter. Et c'est vraiment très bien de ta part de pouvoir faire ce Mais je travail. trouvais ça intéressant de parler de ça ce soir parce que les usages qu'on trouve dans les livres ou que toi et moi, enfin voilà, Oui. on les connaît et d'autres que moi peuvent en parler. Mhm. Mais voilà, c'était ça, c'est un autre éclairage, une autre approche. Ouais. Mhm. Mm. Et c'est ça que je trouve vraiment super parce que c'est vraiment une démarche proactive de continuer à faire vivre ces traditions et ça, c'est vraiment génial en fait. Donc, bah, s'il n'y a plus de questions, bah, je pense qu'on va tranquillement libérer tout le monde. En tous les cas, vraiment un très grand merci à toi. C'était vraiment chouette. Ben, merci à toi aussi de m'avoir invité. Voilà. Et Merci à puis, tout le monde, pour les ouais. participants. Donc normalement, le replay sera sur YouTube. Donc je masquerai les noms pour qu'il n'y ait pas de problème de confidentialité. Et évidemment, le chat ne sera pas visible, hein. Il y aura juste la tête d'Émilie et la mienne qu'on verra sur la vidéo YouTube. Donc il n'y aura pas de problème. Et vraiment un grand merci donc à toutes les personnes qui nous ont suivis. Un grand merci à toi, Émilie, pour ce partage. Et puis, eh ben, de toute façon, on va continuer. Enfin, je reprends tout doucement les webinaires parce qu'il y a toujours des choses intéressantes à discuter avec les gens comme toi qui ont vraiment des petites activités qui sont vraiment particulières et intéressantes. Donc, encore doublement merci. Et puis, Merci Jean-Philippe. si tu veux rajouter un petit mot de fin. Ben, non, merci à tous. Et ben, si vous passez par le Lot, n'hésitez pas à venir me voir à Figeac, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Alors, donc, on rappelle, Figeac, c'est quel département? Donc, c'est le Et département le du Lot, Et donc, bah, dans Figeac, on te trouve facilement. Tu veux donner moi, je suis l'adresse? en plein centre. Ben, tu peux, oui, je suis au 14 rue d'Aujoux. Voilà. Et ben, après, si les gens veulent voir, j'ai un site internet. Hein. Ils tapent D'accord. enfin, l'herbier d'Émilie, tout Voilà, attaché, l'herbier .fr. d'Émilie. Voilà, Mm. d'accord. L'herbier d'Émilie. Puis tu as aussi des réseaux sociaux. Oh, bah oui, je suis sur tous les réseaux. Enfin, Tu as Instagram. j'ai Insta, Facebook et LinkedIn. On dit LinkedIn. Ouais. À la française, on dit LinkedIn. Ouais. Voilà. Ouais. Parfait. Donc voilà. Donc si vous voulez suivre Émilie, n'hésitez pas parce qu'il y a des partages intéressants. Et donc voilà. Donc on vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Encore merci à toi, Émilie. Et puis, on vous dit à Merci très beaucoup. bientôt pour des prochains webinaires. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.